Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Equinor? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ici, nous avons une compagnie qui exerce dans le secteur du pétrole et du gaz. Et également, elle a un segment ici, énergie renouvelable. Mais quand on parle d'énergie renouvelable ici, dites-vous déjà ceci. La plupart du temps, ça ne rapporte rien du tout. Ça consomme plus du capital que toute autre chose. Donc ici, quand on évalue une entreprise pareille, on va l'évaluer comme si elle fournissait comme un fournisseur de pétrole et de gaz. C'est vrai que la meilleure manière de l'évaluer ici, ça serait de faire une somme des parts, mais ici, on prend un raccourci directement. C'est pas comme si la valeur sera plus élevée que ça, parce qu'il faut vous dire une chose. Elle extrait de l'argent du secteur pétrole et gaz pour investir massivement dans les énergies renouvelables. C'est un peu voilà, c'est un peu un narratif à la Total Énergie ici. Donc ici, quand on regarde les rapports financiers dernièrement, on va constater une chose, donc du troisième trimestre ici, vous allez voir quoi ici? Énergie et gaz Norvège, c'est à près de 4 milliards ici en termes de milliards de dollars, d'accord, en 2022, d'accord. Énergie et gaz international, 641 millions. Aux États-Unis, c'est 868 millions. Ici, je pense que c'est la division marketing, produits pétroliers ici, d'accord, donc c'est 523 millions. Et ici, c'est la division énergie renouvelable, rien du tout. Donc, on perd même de l'argent. Ok, on pourrait même se dire que les pertes augmentent même. Bon, c'est en termes de, c'est en millions de dollars ici, c'est presque rien du tout, mais c'est-à-dire que ça ne rapporte à rien pour le moment. Je dis bien à rien. Donc quand on va l'évaluer ici, on va l'évaluer comme une pétrolière lambda. OK? So, en attendant que ça rapporte de l'argent plus tard. OK? Donc ici, quand on parle de compagnie pétrolière, on pense directement au prix de la commodité, on pense directement à la situation du moment. Donc dites-vous que toutes les entreprises, toutes les compagnies pétrolières ou bien toutes les entreprises qui exercent dans le secteur du pétrole et du gaz, vous allez voir que les PER seront très très bas. Ici, il ne faut pas prendre en considération les PER actuels. Il faut normaliser les résultats parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en considération ici, qui rendent complexe l'évaluation de ce genre de compagnie. Et le meilleur moment, généralement, d'acheter ce genre d'entreprise, c'est quand tout va mal. C'est quand le prix du pétrole se casse la gueule, etc. OK? Donc, ici, en termes de revenus, je ne vais pas prendre les revenus actuels qui sont ici. J'ai pris Equinor qui est coté aux États-Unis parce qu'il y en a un il y a son entité également qui est coté en Norvège, d'accord, qui est je pense que c'est son pays d'origine ici, mais j'ai pris l'entité cotée aux États-Unis parce que ça me permet d'avoir la conversion en millions de dollars directement. So, on remarque ici qu'en date d'aujourd'hui, nous avons des revenus de 147 milliards. Mais sur les 20 dernières années, qu'est-ce qu'on a? On a quoi en moyenne? On a près de 74 milliards en moyenne. Et il faut vous remettre vraiment dans le contexte du moment. De 2014, je dis bien, enfin, 2014, fin 2014 à peu près 2000, on va se dire ici, voilà, à peu près jusqu'en 2016 ici, même pas 2016, parce que le prix de la commodité a diminué depuis plusieurs années ici. Donc on va mettre ici oil ici, je pense ici, non, c'est pas ça ici, oil, pétrole, pétrole. Je cherche en fait comment on appelle ça encore? C'est l'index, un truc comme ça. Je vais le prix de la commodité. J'ai oublié comment ça s'appelle encore. Bref, le prix du pétrole de 2014 à peu près 2016 n'a fait que baisser. Ok, ça aurait été plus facile de mettre ça sur un tableau ici. Je pense même quand même après 2016, ça baissait toujours. Donc vous voyez ici que ça fait des zigzags. Ok, donc ça fait des zigzags tout simplement parce qu'elle ne contrôle pas son prix. Ok, donc dites-vous que il y a également un autre élément à prendre en considération ici, c'est que les coûts de production sont peut-être plus élevés ici, ou bien les volumes sont peut-être plus élevés ici. Donc c'est vraiment, il faut toujours retourner dans le contexte. C'est pour ça que c'est assez complexe d'analyser ce genre de compagnie. Donc moi, je normalise les résultats ici, mais en même temps, je me pose la question à savoir, est-ce que les volumes de production qu'on avait ici sont les mêmes qu'on a présentement ici? D'accord? Est-ce que le coût de production qu'on avait ici, c'est à peu près la même chose ici? D'accord? Ce sont des éléments qu'on ne voit pas ici sur ce genre de tableau-ci. Donc, il faut faire très attention. Ça, c'est un raccourci, mais il faut savoir qu'est-ce que ça prend en considération et qu'est-ce que ça ne prend pas en considération. Ce sont des questions que vous allez poser en lisant les rapports financiers sur toutes les entreprises pétrolières, gaz, pétrole. Tout le moment, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas beaucoup de savoir qu'on fait 147 millions ici. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la moyenne de revenus qu'on pourrait avoir, quelle est la moyenne de marge qu'on pourrait avoir, quelle est la moyenne de bénéfices nets qu'on pourrait avoir, dépendamment du prix de la commodité. Je sais ici que mon problème n'est pas... enfin, au niveau du prix de la commodité, ici, on pourrait avoir 100 dollars aujourd'hui, comme 200 dollars demain, comme 10 dollars après-demain. Je ne sais vraiment pas. Ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres que je ne peux pas contrôler. Qu'est-ce que je peux contrôler ici? Je peux contrôler ici
enfin, quand je dis je peux, dans une certaine mesure, les marges moyennes que l'entreprise rapporte ici, à peu près dans quel contexte ces marges-là ont été produites, et à peu près me dit si ces marges-là pourraient être à peu près les mêmes dans le futur. Donc, on normalise les résultats ici. C'est-à-dire que sur les 20 dernières années, vous constatez qu'on a 74 millions de revenus, 74 milliards en termes de revenus, d'accord? Donc, moins la moitié de ce qu'on a présentement ici. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 68 millions. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 68 millions. Donc, dites-vous que la dernière période hausse du pétrole ici, c'était peut-être dans cette période-ci. Elle produisait ceci. Après, elle a produit moins de 90 millions pendant au moins, voilà, on va se dire ici, pendant au moins, ça te fait combien ici? Ouais, ça fait à peu près 7 ans. Donc, s'il vous plaît, ici, je normalise les résultats. Elle gagne sans doute beaucoup aujourd'hui, mais je vais les prendre en moyenne. Je me dis que le prix de la commodité va varier. Même si je sais qu'on n'a pas beaucoup réinvesti dans le secteur, il y a beaucoup de... Voilà, la dépense en capital n'a pas été élevée pendant plusieurs années ici, donc le prix du pétrole pourrait rester à un certain niveau. Mais je ne sais rien du tout par rapport à ça. Quelqu'un peut s'élever un matin, il se dit, OK, on augmente la production de pétrole ici. Donc, je n'en sais rien du tout. Donc, ici, j'essaie vraiment de me protéger au maximum. Et ça doit être comme ça avec toutes les compagnies pétrolières. Toutes les compagnies de gaz, sans exception. Même pas que le gaz, également l'acier, toutes les commodités, toutes les entreprises qui ne contrôlent pas leur prix de vente. Donc aujourd'hui, je vends à 10 dollars, demain matin, je vends à 20 dollars, et après demain, je pourrais vendre à moins que ça. D'accord? Donc faites attention. Le plus important ici, l'avantage compétitif ici, c'est de pouvoir avoir les coûts de production les plus bas du marché. Et vous pouvez uniquement vous pouvez uniquement remarquer les entreprises qui ont les coûts de production les plus bas quand tout va mal. Parce que c'est celles qui perdent le moins d'argent. D'accord? Ici, on a des marges de 58%. Tant mieux, c'est une bonne chose. Donc, on peut se dire ici que nos coûts de production sont moins élevés qu'à cette période-ci. D'accord? Est-ce qu'il faut également regarder les coûts du pétrole à ce niveau-là? Bon, on va aller directement sur l'évaluation ici. Déjà, en termes de revenus, je prends 74, sur les 20 dernières années ici, je prends ici 74 milliards en moyenne. Je prends la moyenne ici. C'est 74 milliards. Donc, déjà, je vais le ramener ici sur le même graphique, le même tableau. On va là. Donc, 74 milliards. Pas ce qui est écrit ici aujourd'hui. OK? 74 milliards. Maintenant, en termes de revenus, croissance du revenu, je ne prends rien du tout. Encore une fois, ce qui me conforte dans mon 74 milliards ici, c'est me dire ceci. Je vais sur Equinor ici. Le Equinor, celui qui est coté aux États-Unis. Equinor. On prend ça, on valide. Alors, ici, je prends ici l'estimation des analystes en me disant ceci, ça reste une estimation, mais je pense qu'ils sont mieux placés que moi qui n'ai aucune connaissance de l'entreprise par rapport à faire des prévisions. D'accord? Donc, on regarde ici déjà combien d'analystes sont généralement sur le dossier. Plus ils sont nombreux, mieux c'est. Alors, en target ici, on a 3. Bon, c'est pas assez, d'accord? Mais bon, ça c'est mieux que 0, d'accord? Donc, on regarde ici. En termes de revenus, ça c'est en millions de dollars directement ici. Les analystes attendent à avoir à peu près des revenus aux alentours de 80 milliards d'ici 2026. On s'attend à avoir des revenus plus élevés en 2022, plus élevés en 2023, en tout cas plus élevés à un certain niveau assez correct en 2024. Mais vous constatez une chose, la tendance est baissière à long terme. Tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas si ça va monter ou pas. Donc on a une compagnie cyclique ici. Je dois prendre combien? 100 millions, 80 millions, 70 millions? La question est, franchement, c'est difficile à répondre. Donc, ce que je prends, c'est la moyenne de ce qu'on a produit ici par le passé. Si c'est plus élevé que ça, tant mieux. OK? Donc, je prends mon 70 milliards ici, même si on attend plus que ça. Pourquoi est-ce que je ne prends pas le 157 milliards l'année prochaine? Parce qu'en fait, ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable du tout. Je ne peux pas prendre 157 milliards ici aujourd'hui, prendre un PER ici, après on me donne un autre rendement l'année, j'obtiens un autre revenu la moitié de ce revenu l'année suivante. Ça va fausser les résultats ici. Donc, on recherche la stabilité. Déjà, ici, on n'a pas de stabilité. OK? Donc, ça fait partie du day-to-day de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Toutes les entreprises dans ce secteur-là se comportent comme ça. D'accord? Donc, croissance des revenus ici, je mets 0. Free cash flow moyen ici, je sais déjà que ce sont des entreprises qui dépensent énormément en capital. Donc, la dépense en capital aura tendance à être égale ici à la dépréciation et à l'amortissement. D'accord? Donc, le net income est généralement un bon proxy pour apprécier la rentabilité de ces entreprises ici. Et encore, il faut questionner le net income ici. Donc, si vous prenez le free cash flow ici et le net income, vous allez vous rendre compte de quoi? On prend les deux sur le même graphique. Vous voyez que les net income ont tendance à être plus élevés que les free cash flow. D'accord? Tout simplement parce que ces entreprises investissent massivement. Elles investissent massivement. Enfin, elles ont une dépense en capital très, très élevée. OK? Donc, même en période difficile, elles n'ont pas le choix que de continuer à investir massivement pour maintenir l'outil de production. Donc, déjà, c'est un business qui est assez difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours normaliser les résultats. Donc, je prends directement ici les net income en termes de marge. D'accord? Même en termes de marge, ici, je prends la moyenne des marges sur les 20 dernières années.
Qu'est-ce qu'on a produit comme moyenne des marges sur les 20 dernières années? Vous constatez ici que cette compagnie ici, en moyenne, on voit quoi sur les 20 dernières années ici? Elle arrive à maintenir ses marges aux alentours de 7,18%. Actuellement, elle a les marges de 7%. Parfois, c'est plus élevé que ça, parfois c'est moins élevé, mais au moins, on a une certaine tendance. D'accord? On est au moins sur les 7% ici. Je mets que 7%. Comme je vous l'ai dit, je ne cherche pas la précision. D'accord? Surtout pas sur ce genre d'entreprise ici, 7%. Ce que je veux savoir, c'est que je ne veux pas prendre une marge qui ne va jamais arriver ou bien qui n'est pas durable. Je sais au moins que le 7% ici, soit on a plus que ça, soit on a à peu près 7%. Mais très rarement, on a moins que 7%. Et quand on a moins que 7%, c'est temporaire. Rappelez-vous, 1, 2, 3, 4, c'est temporaire dans une vingtaine d'années. D'accord? On peut se dire ici que ce sont des périodes temporaires. Donc, ça pourrait arriver que pendant une longue période de temps, enfin, pendant au moins 2, 3 ans, qu'on ait des marges de 7%, inférieures à 7%. Donc, ici, je prends 7% en termes de marge. D'accord? Je les mets là. Nombre d'actions ici, on veut constater quoi? Je préfère une entreprise ici qui n'augmente pas son nombre d'actions. Généralement, voilà, même si elle augmente le nombre d'actions, il faut avoir une bonne raison ici. Est-ce qu'elle a fait une acquisition? Donc, je vérifie déjà ici, est-ce qu'on a fait une acquisition? Je voulais mettre ici en termes d'années. Qu'est-ce qu'on constate? Yearly. Ouais, il y a une acquisition là, il y a une acquisition ici, il y en a une autre à ce niveau-ci. Ouais, on fait des acquisitions ici. Peut-être que c'est pour ça qu'on augmente le nombre d'actions. Est-ce que c'est une bonne chose? Franchement, il faut questionner sur le bénéfice par action ici. Et également, il faut questionner l'acquisition en question. Est-ce que c'est quelque chose qui va nous apporter plus dans le futur? Donc, ça a questionné. Donc ici, en termes de nombre d'actions, je prends juste ce qui est écrit sur le moment. 3 milliards 160 millions. 3 milliards 160. 3 milliards 3,16. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Je regarde ici le niveau de... Le PER moyen, on va y revenir. La dette nette. Moi, la dette nette, je le prends en termes de volume. D'accord? Quand vous prenez la dette nette ici, vous constatez quoi? Est-ce que nous avons une dette nette qui augmente ou bien qui diminue? Sur ce genre d'entreprise, privilégiez les entreprises qui ont le moins de dettes possible. Parce que si vous prenez dette nette sur EBITDA, c'est pas la meilleure chose à faire généralement. Généralement, les EBITDA sont très élevés ici aujourd'hui. Quand je prends ça, déjà en regardant, vous voyez, ces EBITDA sont très très élevés. Quand je prends ici dette nette sur EBITDA, je vais avoir quelque chose de négatif parce qu'il n'y a pas de dette nette en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est pas que, voilà, vous voyez qu'on a -1 ici. Mais quand je prends dette nette sur EBITDA, moins la dépense en capital, surtout pour les entreprises qui sont en capital intensif, on enlève la dépense en capital, vous constatez que voilà, même jusqu'à aujourd'hui, on a à peu près quelque chose d'inférieur à zéro, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dette nette ici. OK? Donc, c'est une bonne chose. Donc, on s'entend que c'est la meilleure chose à faire ici, quand tout va bien, de repayer la dette ici, afin d'être prêt à, voilà, à traverser les moments difficiles. Parce que les moments difficiles vont arriver. Ça fait partie du game. Donc, ici, on a une dette nette ici, du cash net aux alentours de 12 milliards. Donc, je prends ici plus 12 milliards. D'accord? Plus 12 milliards. C'est 12 milliards 310, donc pour ceux qui aiment la précision. Maintenant, les PER, ça ne sera jamais des PER de 20, ça c'est sûr et certain. Ce genre d'entreprise aura tendance à avoir des PER maximum aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. Vraiment 15 fois les bénéfices, maximum grand max. Donc, et vous allez constater que le marché généralement paye en moyenne 10, 12 fois les bénéfices ici. Sur les 20 dernières années, on paye combien? 10 fois les bénéfices, 10 dernières années, 12 fois les bénéfices, 5 dernières années, 11 fois les bénéfices. Donc, je vais directement ici, on va prendre ici 10, 12 et 15, ok? Equinor, Finbox. Alors, on va aller à Finbox directement pour essayer de faire l'évaluation afin que tout le monde puisse voir à peu près ce que ça donne ici aujourd'hui. Mais comme je rappelle toujours, hein, ça ce sont les chiffres. Vous devez faire parler maintenant les chiffres en lisant les rapports financiers. D'accord? Donc, moi, je sais déjà que c'est une entreprise qui est cyclique. Donc, c'est généralement le genre d'entreprise, je demande une décote très substantielle et je demande absolument que ce soit une entreprise qui me paye un dividende qui est stable et croissant année après année. Parce que quand les moments deviennent en période difficile, c'est grâce à ce dividende-là que je vais pouvoir continuer à tenir. Donc, surtout sur les entreprises cycliques ou bien je demande un dividende. OK? Ça vous permet de tenir ici. Parce que les moments difficiles, ça va arriver à coup sûr. Et ces moments-là sont très violents. D'accord? Donc 12, 13, 15. On va le mettre ici comme ça. Voilà. Donc en termes de nombre d'actions ici, donc je vais déjà prendre Equinor, celui qui est coté aux États-Unis. D'accord? Pour qu'on ait la même information. Equinor aux États-Unis, celui qui est au NICE. Voilà. On obtient ça. OK. Attendez. Equinor aux États-Unis, pourquoi ça ne me donne pas l'information? Equinor aux États-Unis, je prends ça, view, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Chuck, donc vu le modèle, manque-moi. Voilà, Equinor aux États-Unis, c'est ce que je prends. Donc, 10, 13, 15.
Maintenant, en termes de, on a du cash net ici, donc c'est correct. Ils ont près de 4 milliards en supplément ici en termes de cash net ici. Il faut faire attention à ces chiffres-ci. Je l'ai pris, peut-être qu'on a plus de cash que ça, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait plus de cash que ça. Ça ne va pas changer grand. De toute façon, on prend déjà une moyenne ici. OK. Qu'est-ce qu'on peut aller à rajouter d'autre ici? Qu'est-ce que nous marque comme information? Le PER, on l'a. La dette nette, on l'a ici. Le nombre d'actions, 3 milliards. Ouais, c'est correct. Bref. On a tous les éléments nécessaires. 70 milliards de revenus, enfin, combien? Oui, 74 milliards de revenus en moyenne, multiplié par 7% de ce montant-là. 7% de ce montant, c'est combien? 5 milliards 180 millions. D'accord? 5 milliards 180 millions. On met ça ici, 5 milliards 180 millions ici. À 10 fois les bénéfices moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, ou bien plus le cash net divisé par le nombre d'actions, on a 21 $ à l'action. À 13 fois les bénéfices, on a 26 $ à l'action. Et à 15 fois les bénéfices, on a 30 $ à l'action. Okay? Si je me penche au niveau de 15 fois les bénéfices ici, soyons optimistes, ça c'est une entreprise qui serait correctement évaluée au prix actuel. Je dis bien correctement évaluée au prix actuel. Même si vous avez des PER très peu élevés ici, moi je pense qu'on est juste correctement évalué en date d'aujourd'hui. OK? Donc en termes de dividendes ici, si c'est une entreprise qui vous reverse la totalité des marges, des dividendes ici, des bénéfices nets moyens ici, en termes de dividendes, donc on prend ici les 5 milliards 180 millions divisé par la capitalisation boursière ici qui est de 115 milliards, 1,15, ça donne ici à peu près 4,5, donc 4,5%. Donc le dividende ici, il est assez correct. On est à des niveaux assez élevés ici. Donc il est assez safe également. Parce que la période du moment ici, le PE ratio sera moins élevé, mais c'est parce que le PE ratio, c'est sur le moment. D'accord? Et vous constatez également ici que nous, on a pris la moyenne. Hein, donc on a pris ce qui est présentement ici. Donc en termes de dividendes, on va également voir la tendance ici. Est-ce que c'est une entreprise qui paye des dividendes ici à peu près stable dans le temps? Dividendes. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? Ouais, ça va. C'est pas... Voilà. Vous comprenez que c'est un business assez difficile aussi. Donc voilà, ils arrivent à maintenir un dividende ici à peu près aux alentours de 88 centimes enfin 88 centimes ici, enfin 88 sous si vous voulez. Donc moins d'1 $ ici, c'est à peu près correct ici. On peut se dire que le dividende actuel il est assez safe, d'accord? C'est assez correct ici, on peut le payer de toutes les façons. Donc moi ici, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Idéalement, c'est le genre d'entreprise qui va nous intéresser avec une décote substantielle, notamment aux alentours des voilà, 15 $, à l'action, ok? 15 $ à l'action ici, donc 10 $ à l'action par là, parce que voilà, il y a beaucoup de volatilité ici sur le marché, surtout avec ce genre d'entreprise ici, parce que quand tout va bien, vous avez tendance à avoir des PER très bas, mais quand les revenus vont commencer à baisser, vous allez voir que le prix va commencer à baisser également. Et vous pouvez le voir ici avec la volatilité du titre. Ça fait beaucoup de zigzags. Je ne vais pas payer plus de 30 $ pour ce genre d'entreprise ici. D'accord? Donc moi ici, je dirais qu'on est correctement évalué. Et vous constatez que depuis 2007 ici, depuis 2008 ici, on a à peu près des prix. Le prix de la commodité a changé plusieurs fois. Donc on est dans cette tendance-là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ici? Vous pouvez également l'évaluer d'une autre façon en prenant en considération les actifs tangibles nets par action. Donc si on prend le tangible book value per share ici, déjà, on regarde les tangible book value ici. Vous voyez qu'il est à peu près stable depuis 2014. Ok, le tangible book value ici est influencé également par la taille des actifs. Donc faites attention ici. Et la taille des actifs est influencée également par le prix de la commodité. Faites attention. Donc quand le prix de la commodité varie, le tangible book value a tendance également à s'apprécier parce qu'on revalorise ici la valeur ici des champs pétroliers, les champs pétroliers ou bien des concessions pétrolières. Donc faites attention ici, ou bien gazières. Donc c'est comme vous voulez. Donc ici, quand on prend le tangible book value, donc par rapport aux actions ici, au nombre d'actions, vous voyez ici qu'en moyenne, le tangible book value aux alentours de 8-10 $ à l'action par là. Donc si vous arrivez à choper cette entreprise ici aux alentours de 10 $, 15 $ à l'action, vous avez un très bon prix d'achat. D'accord? Mais en date d'aujourd'hui, voilà, je n'encouragerais pas qui que ce soit à aller sur ce genre de compagnie. Si vous y allez, allez-y vraiment avec une toute petite partie de votre portefeuille. D'accord? Et ne vous attendez pas à grand-chose. D'accord? En termes de rendement, peut-être, mais bon, même ça, c'est pas si exceptionnel que ça par rapport à ce genre d'entreprise-ci. Bref. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Ok, ne soyez pas influencé par ce PER-ci parce que ce PER-ci peut changer littéralement. D'accord, il suffit juste que les marges baissent de moitié ici, ou bien les volumes baissent de moitié, ou bien que le prix baisse de moitié ici, et vous aurez à peu près un PER qui va être doublé ou bien triplé. Donc faites attention à ça. Donc c'est par rapport à la situation du moment. Donc Equinor, correctement évalué au grand max, idéalement, c'est une entreprise qui va nous intéresser aux alentours de 10-15 $ à l'action. En date d'aujourd'hui, ça reste une entreprise très cyclique, donc c'est pas très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup mieux sur le marché pour moins de casse-tête que ça. Donc, avec moins de maux de tête. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.